ça va? Est-ce que c'est en tant que femme ou est-ce que c'est en tant que moi? Qu'est-ce que c'est qu'être un homme? La relation homme-femme, enfin avec mon mari. Est-ce qu'il y a un truc encore aujourd'hui en tant qu'homme dont tu te sens empêché? De ce congé paternité dépend tellement de choses. C'est marrant comment vous enlevez votre pull, vous les hommes. Sur l'oreiller, c'est un podcast pour parler des relations hommes-femmes, des questions d'identité, de genre, de polarité masculine et féminine. Parler des idées reçues pour sortir des schémas binaires. Tendre vers des relations plus douces, plus justes et surtout plus vraies. Derrière mon micro, vous écouterez des anonymes, des personnalités et des experts. Nous allons démêler toutes les pelotes de laine du féminin masculin. Je suis Caroline Loisel. Soyez les bienvenus sur mon podcast, Sur l'oreiller. Bonjour Valentine. Bonjour. Alors nous sommes à Tourcoing aujourd'hui. Oui, c'est ça, dans ma nouvelle maison. Alors Valentine, pour commencer, j'ai envie de te présenter 4 unes de magazines et tu vas me dire celle sur laquelle tu as envie de réagir. Okay. Alors, j'ai Être un homme aujourd'hui, l'identité masculine est-elle en crise et sciences humaines, la déferlante qui nous dit naître aux origines du genre. Belle à tout âge, ça c'est notre Elle magazine. Et puis j'ai Philosophie magazine qui a fait un hors-série sur la puissance des femmes. Qu'est-ce que ça t'inspire, toutes ces couvertures? Forcément, je m'oriente davantage vers la déferlante, mais c'est biaisé puisque je connais le magazine et je sais que tout est éthique dedans, enfin tout est pensé de manière éthique, donc j'ai envie d'aller vers celui-là. Puis le titre du dossier m'inspire beaucoup plus parce que c'est pas genré en fait. On parle pas d'hommes et femmes, on sectionne pas, alors que de l'autre côté c'est très ça nous met dans des cases en fait. Il y a le côté la puissance des femmes, sous-entendu les femmes auraient une puissance propre à elles-mêmes. Belle à tout âge, c'est très réducteur. C'est comme si c'était vraiment ce qui importait, mais ok. Et être un homme aujourd'hui, ça reste intéressant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questionnements autour de ça, en fait. Qu'est-ce que c'est être un homme aujourd'hui? Puisqu'on a repensé, on a toute la déconstruction qui est en cours, que certains rejettent et que d'autres acceptent. Mais je trouve que le questionnement est intéressant. Peut-être pas pour moi, mais c'est typiquement quelque chose que je donnerais à mon conjoint. Alors, on va rebondir sur le mot déconstruction. Oui. Déconstruction masculine, déconstruction féminine aussi, ou pas? Et tu mettrais quoi derrière ces deux notions? Alors, je pense que la déconstruction, c'est pas seulement... c'est pas seulement une déconstruction de genre. C'est un mot qui s'applique à toutes les luttes sociale, donc ça peut être une déconstruction par rapport au racisme, par rapport au sexisme, par rapport au validisme. Enfin, ça s'applique à toutes les luttes. C'est juste le processus en fait de questionnement des mécanismes qu'on a intégrés tout au long de sa jeunesse, de sa vie, de son éducation, de la société. Qu'est-ce que la société m'a inculqué et qu'est-ce que je peux venir déconstruire on va tirer sur le fil et se dire ok, d'où ça vient et est-ce que c'est vraiment moi en fait. Typiquement dans le questionnement c'est quoi être un homme aujourd'hui, il y a toutes ces questions de qu'est-ce que je m'inflige ou qu'est-ce que la société m'impose et qui me dérange. Donc on en a beaucoup parlé avec mon conjoint de ce genre de choses parce que j'avais justement écrit un article sur les groupes de potes. Donc qu'est-ce qui se passe en fait quand on met que des hommes entre eux et qu'est-ce qui se passe quand on met que des femmes entre elles, quels sont les biais qui viennent apparaître. Et en fait, au fil de la discussion avec les interviewés, dont mon conjoint, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qu'on faisait par automatisme, mais qui nous dérangeaient. Donc typiquement, être le plus drôle en soirée, se forcer en fait à être hyper sociable parce que c'est un homme et parce que il faut être envié, apprécié des filles de la soirée. Et en fait, mon conjoint me disait mais moi au fond ça me plaisait pas en fait. Enfin, moi j'étais mieux chez moi avec un bouquin tranquillement plutôt que d'aller tout le temps en soirée parce que faut être un mec, faut être fêtard, faut être
extraverti, alors que lui ne l'est pas, en fait. Naturellement, il ne l'est pas. Mais il se forçait. Ouais, voilà, il se forçait. Il te l'a avoué. Ah oui, oui, oui. Bah, on a beaucoup de discussions autour de ça, et moi, pareil, je me forçais, en fait, encore jusqu'à récemment, à faire des choses, typiquement, en fait, à me dire, la féminité, c'est ça, et il faut que je réponde à ces injonctions-là, donc à être toujours très apprêtée, toujours, à porter des robes, même les jours où j'ai pas envie, en fait. Et puis, avec cette question du genre, et en fréquentant des personnes qui se posaient déjà les questions, qui étaient beaucoup plus avancées en fait dans ces questionnements-là, je me suis rendu compte que en fait, je m'imposais ça, mais en fait, autour de moi, tout le monde s'en fout si je mets une robe ou pas. Mais c'était juste moi, je me mettais cette pression-là. Il faut mettre une robe, il faut que j'ai cette expression de genre féminine pour que, je sais pas, pour rentrer dans le moule, pour rentrer dans les cases. Pour que, je sais pas. Pour que tu sois aimé, alors c'est le fameux, en tant qu'être humain, on cherche toujours à être aimé, et effectivement, cette recherche d'amour passe par la sécurité d'appartenir à un groupe. C'est ça. Mais ce qui est intéressant dans ton propos, alors déjà, j'adore la définition que tu donnes de la déconstruction en disant que c'est un processus de questionnement sur nos mécanismes et nos réflexes. Je rajouterai le mot réflexe, mais j'adore cette définition. Et tu as raison, je te rejoins complètement sur le fait qu'aujourd'hui, on est finalement dans une énorme période de déconstruction d'un système et sur énormément d'enjeux. C'est plutôt une bonne nouvelle, même si c'est très perturbant. Ah oui, de toute façon, la déconstruction, il y a forcément des moments où on est un peu décontenancé, où on sait, c'est des changements de repères aussi. Donc, quand on perd ses repères, on est un peu perdu, on sait pas vers quoi se tourner. Enfin, moi, il y a eu une période où je me disais, mais si je veux pas coller à la féminité, je colle à quoi en fait? C'est ça. Et c'est un peu, on est un peu des moules, quoi. On a envie de se raccrocher à notre rocher, mais on sait pas lequel. Alors, tu vois, dans une autre interview, c'était Bertrand, dans l'épisode 6, il nous disait que justement, il sentait cette perte de boussole. Il parlait de déboussoler. Et pour reprendre un thème que tu as abordé tout à l'heure, les groupes d'amis, hommes d'un côté, femmes de l'autre, il me disait, tu vois, ce qui me gêne un peu aujourd'hui, là où il est un peu perdu, c'est finalement, tu te demandes même en soirée si tu peux encore dire, venez, on va discuter entre mecs. Oui. Tu vois, c'est même des choses où il se dit, est-ce que je peux encore dire ça ? Sans que ça soit évalué, jugé. Oui, après ça dépend de la finalité. Enfin, est-ce qu'on veut parler, enfin, est-ce que ces hommes veulent parler entre eux, pour écarter les femmes de la soirée parce que le sujet risque de porter préjudice aux femmes. Ou est-ce que c'est juste parce que ces hommes-là sont beaucoup plus proches, et pas spécialement des femmes, et qu'il y en a un qui veut discuter à cœur ouvert avec ses potes? Ça, c'est autre chose. Hein. Enfin, au contraire, des hommes qui discutent à cœur ouvert, moi je dis oui, puisque c'est pas ce qu'on demande aux hommes aujourd'hui, c'est un problème. Enfin, on leur demande de cacher leurs émotions, de ne pas parler de ce qui les dérange, de ce qui les met mal intérieurement. Donc si un homme dit non, je voudrais discuter juste entre mecs parce que j'ai un problème et en fait j'aimerais bien juste en discuter avec mes potes, tant mieux. Enfin, c'est montrer une part de ses sentiments et c'est montrer le bon exemple aussi à ses amis plutôt que de tout garder en soi et que ça finisse en accès de violence ou je ne sais quoi envers soi ou envers les autres. Tant mieux. Enfin, moi ça me dérange pas. C'est juste la finalité en fait. Quelle est la finalité? Est-ce que c'est pour porter préjudice aux femmes ou aux autres personnes du groupe, ou est-ce que c'est juste parce qu'il y a ce besoin-là spécifique qui ne peut être résolu que entre mecs? Oui, les fameuses messes basses. Voilà, c'est ça. Bon, on en a tous. Hein, on en a tous, tu vois. Ouais. Comment toi, du coup, tu te ressens en tant que femme? Je me ressens pas en tant que femme en fait. c'est ça le truc, c'est que moi toute ma vie j'avais ce questionnement en fond d'esprit parce que je me suis jamais reconnue en fait dans toutes les injonctions qu'on donne aux femmes. Je me suis toujours sentie un peu gauche, un peu pas féminine. Je m'entendais mieux avec mes frères qu'avec les filles de mon entourage, parce que j'allais toujours me comparer en fait à elles. Je me disais toujours je suis pas aussi jolie qu'elle, je suis pas aussi douce, aussi discrète, aussi gentille. Enfin,
dans le sens vraiment très de la douceur et pas aussi avenante. Enfin, j'aime bien rester dans ma bulle. Oui, j'aime bien rester dans ma bulle. J'aime bien. J'ai pas besoin en fait d'avoir 15 000 amis autour de moi. J'ai pas. Je sais pas. En fait, il y a toutes ces injonctions autour de la femme et des femmes qui ne me correspondaient pas. Et j'arrivais pas à mettre le doigt sur pourquoi ça me dérangeait autant. Jusqu'à ce que, je discute avec des personnes qui avaient déjà ce questionnement-là et qui m'ont dit, mais tu sais, t'es pas obligé de te reconnaître dans ces injonctions-là ou dans la femme telle que la société la pense. Peut-être que t'es non-binaire, peut-être que t'es juste pas une femme, Et du coup, moi, ça a vraiment résonné en moi, en fait, cette discussion. Je me suis dit, en fait, oui, non, je me sens ni homme ni femme, je me sens juste moi. Et le genre, en fait, m'importe peu. Vraiment, ça n'a pas... que d'autres personnes se reconnaissent dedans, moi, je m'en fiche. C'est pas ma vie. Mais moi, je me reconnais pas dedans. C'est la même chose, d'ailleurs, non-binaire et non-genré ? Oui, non-genré, ça va être typiquement un objet non-genré. Ça va être qui n'est ni pour les hommes ni pour les femmes. C'est pour les deux, peu importe. Ça va être mixte. Et on dit non-binaire pour les personnes, donc une personne non-binaire. Et donc ce sentiment que tu as de pas correspondre, alors c'est ça, de pas être en totale résonance. J'aime bien le mot résonance. Avec l'image de la femme, fait que dans tes relations, que ce soit au travail ou ailleurs, comment tu exprimes ça pour que ça soit entendu? J'en parle autour de moi qu'avec des personnes de confiance. Après, typiquement, en fait, sur Twitter, tout le monde le sait que je suis non-binaire, toutes les personnes qui me suivent. Au travail, j'en ai parlé avec ma DRH parce qu'on a une relation privilégiée qui permet, en fait, ce genre de discussion. Et je sais que c'est quelqu'un de bienveillant, donc c'est possible d'en parler avec elle sans que ça me porte préjudice. Moi, je travaille encore jusqu'à la fin de semaine dans une entreprise qui a un siège en Suède. Et en fait, ces questions de genre sont beaucoup plus avancées en Suède qu'en France. Et quand je l'ai dit, on m'a dit « Ah ok, d'accord, du coup, c'est quoi tes pronoms ? Est-ce que t'as un prénom de préférence ?» C'est vraiment pas un problème. En fait, ils se sont plus inquiétés de « Est-ce que l'entreprise respecte ma non-binarité ?» plutôt que « Ah ouais, mais il y a des gens, ça va les déranger, ils vont pas comprendre, etc. » Ça n'a pas été une question. Alors que moi, c'est ma première... j'ai peur de déranger, en fait, avec ça, mais ça me dérange moins que de devoir coller aux injonctions donc tu le fais. Donc je le fais. Tu t'exprimes. Oui. Ouais. Alors, il y a des personnes à qui je l'ai pas dit parce que, typiquement, moi, ma non-binarité, je la vis entre moi et moi. Je me fiche qu'on me genre au féminin, au masculin, au neutre. Ça m'importe peu. Je préfère le neutre, mais en soi, ça va pas. Je vais pas en souffrir si on me le dit pas. Donc, au final, les personnes à qui j'en parle pas au travail et qui me continuent à me genrer au féminin, ça me dérange pas. Mais sinon, tu aurais préféré qu'on dise Yel quand on parle de toi aujourd'hui ? C'est ça. Tu trouves que Yel, c'est un bon... Comment dire, compromis ? Ouais, c'est peut-être pas ça. Le bon terme, compromis. Après, moi, ça me dérange pas. Je trouve que c'est... Je sais qu'il y a des personnes que ça dérange parce que c'est une contraction en fait entre il et elle, et que la non-binarité c'est tout un spectre en fait. C'est vrai. Ça peut être. C'est beaucoup plus large que il et elle en fait. Oui, exactement. C'est et justement en fait dans la non-binarité il y a les personnes qui ont un genre fluctuant. Donc qui vont se sentir plutôt homme un jour, plutôt femme l'autre, neutre le troisième jour. Et il y a des personnes qui se considèrent, qui se vivent à genre, donc qui ne se reconnaissent pas du tout en fait dans la binarité femme et homme, et qui du coup ont parfois un problème avec le yel, puisque c'est une contraction du pronom féminin et masculin. Donc si on est à genre, je peux comprendre que ce soit pas trop adapté. Qu'est-ce que tu répondrais à des personnes qui diraient de notre échange « Non mais là, elles sont en train de couper les cheveux en 4 ». C'est mon problème. Si je peux couper les cheveux en 4, je leur demande pas de le faire. Donc après, en fait, c'est l'éternelle discussion autour de mais ce que je fais de ma vie n'a pas d'incidence sur
d'autres personnes, donc je comprends pas où est le problème. Enfin, je leur demande pas eux de se genrer au neutre, je leur demande pas d'utiliser égal comme pronom. Donc si ça les dérange tant que ça, bah ne le faites pas. Enfin, de votre côté. Et puis généralement ces personnes-là ne fréquentent pas de personnes trans ni rien. Enfin, c'est des personnes qui vont aller râler pour râler. Et moi ça m'intéresse pas trop. Enfin, je préfère utiliser mon énergie à des choses positives. Ça me permet en tous les cas de rebondir sur un article, une actualité qui m'avait à l'époque, je crois qu'on peut dire choquée, où c'était dans une compagnie ferroviaire britannique. Et la personne qui faisait partie de l'équipe a dit « Hello, ladies and gentlemen ». Et une personne non binaire, ne s'étant pas reconnue ni dans Ladies and Gentlemen, a reposté cette phrase en disant qu'elle faisait pas un scandale, mais que voilà, elle haranguait l'entreprise ferroviaire pour faire autrement. L'entreprise ferroviaire britannique s'est excusée sur Twitter et ensuite a demandé à ses équipes de dire hello everyone. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que c'est vrai que à l'époque, quand j'ai lu ça m'a vraiment. Je crois qu'au début j'étais même en colère parce que je me dis, en fait, ce que je me dis par rapport à tous les débats qu'on a actuellement, ça fait finalement plein de micro-communautés, tu vois, qui viennent un petit peu se faire face et se confronter. Et on a encore tellement de sujets entre les hommes et les femmes que tu vois, particulièrement sur ce prisme-là, je sais qu'à l'époque j'étais en colère. Et puis après je me suis dit faudrait comprendre pourquoi t'es en colère. Qu'est-ce que tu penses toi de cette t'aurais lu l'actu, tu t'en aurais pensé quoi, et de la réaction de l'entreprise? J'ai le souvenir en fait d'être tombée sur cette actu-là, mais sur la deuxième partie uniquement sur la finalité en fait de cette histoire sur le hello everyone. Enfin, et moi je m'étais dit en fait oui, dire bonjour de manière neutre, c'est pas si mal, mais parce que moi ça a fait écho à ce que j'avais vécu auparavant, parce que j'ai été vendeuse en magasin, et en fait on avait pour obligation, dès que quelqu'un rentrait dans le magasin, de dire bonjour monsieur, bonjour madame. Et c'était pas bonjour, c'était bonjour monsieur ou bonjour madame. Et un jour en fait, d'ailleurs c'est la première personne trans à laquelle j'ai été confrontée. Donc une femme trans est rentrée dans le magasin. Et j'ai pas fait attention, j'ai jeté un coup d'œil parce que on doit ranger les vêtements en même temps et tout, et j'ai dit bonjour monsieur. Et elle a réagi de manière très agacée, ce que je comprends, hein. Et elle m'a dit non, c'est madame. Et elle est repartie directement du magasin. Et en fait, je me suis sentie mal pour elle, parce que je me suis dit j'aurais dû faire attention, et même si elle avait les cheveux courts, pourquoi j'ai dit ça, et pourquoi je me suis pas trompée sur d'autres personnes, et j'ai commencé à me questionner, à me dire ok, je peux pas me concentrer sur 15 000 tâches à la fois, donc est-ce que c'est pas plus simple de dire bonjour? Et on a eu la discussion avec les filles du magasin, et du coup on a fini par dire juste bonjour. Alors oui, il y a des personnes, peut-être des puristes de la salutation, qui diront non, on dit bonjour madame, on dit bonjour monsieur. La politesse. Oui, voilà, mais au final, dire bonjour, qu'est-ce qui importe en fait? C'est de genrer la personne ou c'est de dire bonjour? Ce qui importe, c'est vraiment de saluer quelqu'un, c'est dire saluer quelqu'un, bonjour, bonjour, ça suffit. Il n'y a pas besoin de genrer la personne. Donc moi, la finalité me convenait. Après, je connais pas le fond de l'histoire, je sais pas comment la personne a interpellé la compagnie ferroviaire. Après, je peux entendre que ça puisse réveiller des douleurs aussi. Typiquement, si cette personne, en fait, tous les jours se fait lyncher sur sa non-binarité ou sur sa transidentité, s'il y a des histoires, des événements personnels aussi derrière, je peux comprendre que derrière, ça réveille aussi une forme d'agacement qui mène pas forcément au bon mot pour l'exprimer, mais on est tous humains, donc il y a des moments aussi où on a envie de taper du poing sur la table en disant ok, ça suffit là, c'est vrai. Trop. Mais tu vois, moi je pense qu'à l'époque ça me faisait réagir parce que je prenais soin lors de mes conférences de dire bonjour mesdames et messieurs, puisqu'effectivement je me suis
Depuis 2 ans, je me suis un petit peu réveillée sur le sujet. Je sais pas, avant, j'avais l'impression de pas être concernée. Et tu vois, le fait de prendre soin, de dire bonjour mesdames et messieurs, et là de lire une actualité qui supprime le mesdames et messieurs, voilà. Moi aussi, je me suis sentie un peu désarçonnée, quoi. Tu vois, je suis un peu désarçonnée par ce débat-là. Tu vois, j'ai pas encore la réponse. Alors oui, ok, on peut effectivement en français, on peut aussi dire bonjour tout le monde. Bon, oui, on a notre solution. Je sais aussi. Bah d'ailleurs par toi, hein. Ce n'est pas paru dans le journal, que c'est toi qui as demandé en mariage ton compagnon. Oui, c'est ça. Ouais. Bah en fait on a eu des longues discussions autour du mariage parce que j'ai envie de me marier, lui aussi. Et on a un peu un couple, on est un couple un peu atypique déjà de base. Je suis non binaire, bon lui c'est un homme cis hétéro, mais en fait j'avais je tiens au mariage en fait. Je sais pas pourquoi. Tu sais pas l'exprimer. Je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai pas encore questionné parce qu'en vrai. C'est pas le mariage en lui-même qui m'intéresse. C'est j'aime bien l'idée en fait d'avoir une célébration d'un couple, rituel. Voilà. Et on en a discuté avec mon conjoint qui m'a dit mais dans ce cas-là on fait une grosse soirée et tout. C'est pas pareil. Moi je sais pas. En fait c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. Enfin, j'ai un compte Pinterest avec toutes les catégories pour le mariage et tout depuis mes 12 ans. Enfin, c'est un vœu d'enfance. Je sais quelle robe je veux depuis, je crois, mes 13 ou 14 ans. Enfin, et ça n'a pas changé. Enfin, et je l'essayerai le 22 juillet d'ailleurs. Waouh. Mais du coup, je sais pas pourquoi ça me tient autant à cœur. Et en fait, la condition que mon conjoint m'avait donnée, c'était oui, mais il faut qu'on ait les fonds parce qu'un mariage ça coûte cher, etc. Et voilà, enfin, en fait, en y réfléchissant, je me suis dit mais moi j'ai envie de me marier, donc je vois pas pourquoi je pourrais pas lui demander. Et ensuite, je suis celle qui gagne le plus dans le couple et qui est la plus à même d'épargner. Donc je me fiche qu'on fasse 50-50 pour un mariage, en fait. Enfin, c'est pas le but. C'est pas le sujet. C'est pas un investissement. Enfin, je m'en fiche, c'est pas la maison. Donc, voilà. Donc, du coup, je me suis dit, je vais mettre de côté. On va acheter la maison. Il y aura l'apport. Et puis, je sais que je pourrais remettre de côté suffisamment tôt pour payer une grande partie du mariage ou tout le mariage. Enfin, on verra. Mais j'avais envie, en fait. Je me suis dit, mais j'ai envie de le demander en fiançailles. Donc, on se marie dans 1 an, dans 2 ans ou dans 5 ans. Enfin, donc, tu l'as fait. Je l'ai fait, voilà. Et c'était quand? Et c'était où? Et c'était en mai à Bruges. En fait, je lui ai fait un week-end surprise. Donc, c'était le week-end de mon anniversaire parce que je voulais pas qu'il se doute que c'était pour autre chose. C'était la couverture. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai fait, on va à Bruges et tout, c'est mon anniversaire. Il me fait, mais non, mais normalement, c'est moi qui dois t'offrir quelque chose. Oui, mais non, justement, c'est moi qui organise. C'est un nouveau concept. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais il faut casser les codes. Voilà, c'est exactement. Je dis, en plus, on n'a jamais été à Bruges. Moi, j'ai grandi dans le Nord, j'ai jamais été à Bruges. Donc, toi, t'es parisien, t'es arrivé dans le Nord, ça y est. Donc, vas-y, on va à Bruges. Et du coup, arrivé en fait à l'hôtel, j'ai dit bon va te doucher. Ce soir, on va dans un resto, non. Et puis il me dit non, j'ai pas envie de sortir. J'étais genre mais si, il faut que tu sortes. Et du coup, moi je voulais pas le faire en public puisque on en avait encore une fois longuement parlé. Et je sais qu'il déteste les demandes en public. Moi, je m'en fiche, mais bon, c'était sa demande, donc voilà. Et en fait, je lui avais sorti, donc quand il est sorti de sa douche, j'ai dit attends, je t'ai pris une chemise et du coup je lui ai dit tiens, c'est la chemise et tout, et je lui ai fait mon petit speech et je lui ai dit regarde dans le poignet de la chemise, et en fait dans le poignet de la chemise j'avais brodé veux-tu m'épouser. Wow. Et du coup il a pleuré, il a dit oui, et puis je lui avais pris une petite bague, enfin il voulait quelque chose de très très simple, donc c'est une alliance toute simple avec je t'aime à l'intérieur, et du coup voilà. Donc il était tout content, on a sorti le champagne, voilà. Et vous vous êtes dit oui. C'est ça, exactement. Et donc dans votre duo que vous constituez avec ton compagnon, comment vous faites circuler les énergies masculines et féminines? J'ai envie tout de suite forcément de prendre le sujet du couple. En plus, oui. Nous sommes dans la cuisine. Oui, donc autant vous dire que les tâches domestiques, là, j'en vois plein qui sont en train de tourbillonner autour de moi. Oui. Et comment ça se passe sur ce sujet-là? Sur la question de la charge mentale et des tâches ménagères, on a eu beaucoup de points de friction au début.
parce que on n'a pas eu la même... j'ai pas envie de dire la même éducation, parce que c'est pas vraiment une question d'éducation, mais on n'a pas le même vécu. Lui, il a toujours vécu à Paris, dans 17 mètres carrés ou 20 mètres carrés. Moi, j'ai toujours vécu à Lille. Mon appartement n'a jamais été plus petit que 30 mètres carrés. Donc, en fait, prendre soin de mon lieu de vie, ça a toujours été un automatisme. Et je viens d'une famille où ma mère était clairement maniaque. Donc, je me suis fait engueuler un nombre incalculable de fois pour ma chambre qui est pas rangée, les vêtements qui traînent, etc. Les taches de calcaire sur les robinets. Donc, c'est des choses, en fait, que je vois et que je remarque. Et mon conjoint vient pas forcément d'une famille où c'était la priorité. Et du coup, il se rend pas compte parfois. Enfin, typiquement, moi, je vais le voir si en haut, si dans la salle de bain, il y a une tache de calcaire sur les robinets, je fais en sorte de toujours avoir du vinaigre blanc et le petit chiffon pas très loin pour pouvoir enlever ça. Et mais ça m'agace pas. Enfin, je vais pas m'agacer si c'est quelque chose qu'il ne voit pas, et je vais juste lui dire. Mais en revanche, si c'est quelque chose que je lui ai déjà dit, ça va m'agacer. Donc typiquement, le linge, c'est lui maintenant qui s'en occupe, parce que je me suis dit, puisqu'il a fait plusieurs erreurs, mélanger des couleurs avec du blanc, oublier de mettre une lessive spécifique pour le blanc, etc. Mettre trop de lessive et du coup ça bouche la machine. Et du coup je me suis dit, j'ai lu des articles sur l'autosabotage que font beaucoup d'hommes quand même. Et je me suis dit, soit je le fais moi-même, et en fait je m'en rajoute et lui il apprend pas, soit je le laisse faire la tâche ménagère jusqu'à ce qu'il comprenne. Et du coup c'est ce que je fais. Donc j'ai eu droit à une petite remarque du style oui, c'est moi qui fais tout le temps le linge et tout, et j'étais alors oui, mais il y a tellement de choses que tu ne vois pas et que tu ne fais pas. Les poussières ne se font pas toutes seules. Non. Mais ça c'est le vrai sujet, tu vois, quand j'en parle avec des amis, c'est comme si nous on voyait et eux ils ne voient pas. Mais alors comment on fait? Donc moi j'ai un fils en plus, donc j'ai pas forcément tout fait quand je vois que parfois je retrouve ma cuisine pas du tout dans l'état dans lequel je l'avais laissée. Et donc tu vois, j'ai pas dû bien faire le job. Mais j'en suis quand même à me demander. Et là je sais qu'il y a certainement des personnes qui ne vont pas être d'accord avec moi, parce que là je soulève un des points, mais en même temps ce point, on n'a pas d'études. C'est que depuis qu'il est tout petit, Victor ne trouve rien dans un frigo, ou ouvre un placard et ne le referme jamais. Donc, je t'adore, mon fils, c'est pas le sujet. Mais depuis qu'il est tout petit, tu vois, donc tu te dis, alors j'ai pas eu une fille au même moment, je n'ai qu'un garçon, mais tu te dis, mais est-ce qu'il y a une part biologique, parce que c'est un peu en plus un argument de défense, et quand bien même, mais admettons qu'il y ait une part biologique, ancestrale, je sais pas quoi, parce qu'on a très bien. N'empêche qu'il faut qu'on règle maintenant ce sujet, que ce soit biologique, sociétal, éducationnel, à la limite, peu importe. Mais juste, on fait comment? Je sais pas si c'est biologique, parce que je pense que c'est aussi beaucoup de mimétisme, parce que typiquement, moi j'ai 2 frères, un petit frère et un grand frère, et les 2 en fait sont aussi maniaques que moi. Donc, mais parce que ils ont pas eu le temps en fait de mimer mon père qui s'occupait pas des tâches ménagères, mais ma mère était tellement obsédée par la propreté, il fallait pas qu'il y ait un seul minou par terre, fallait pas qu'il y ait une seule trace sur le plan de travail, etc. Que mes frères se sont pas focalisés sur mon père qui ne faisait pas les tâches ménagères, mais plutôt sur ils se sont plutôt focalisés sur ma mère, la propreté, c'est important, il faut que le foyer soit propre, etc. Et vraiment, quand je rentre dans l'appartement de mon grand frère, il est pire encore que moi, il est exactement comme ma mère, tout est nickel, il n'y a pas un poil de poussière. Pas un cheveu qui traîne. Non, et il est obsédé par ça. C'est tout beau, tout propre, ça brille. Et mon petit frère, c'est un peu la même chose. Il est un peu moins maniaque quand même, mais il aime bien que ce soit propre, etc. Donc après, je sais qu'ils ont une répartition des tâches ménagères qui est plutôt équitable. Du coup, je sais que il y a une répartition des tâches qui est plutôt égale dans le couple de mon petit frère. Mais après, c'est chacun son équilibre aussi. Ça dépend du temps accordé au travail, dans la journée, etc. Après, en fait, c'est un peu compliqué parce que je sais que moi, je travaille beaucoup plus que mon conjoint.
Ce qui m'empêche pas en fait de faire les tâches ménagères, enfin en plus avec le télétravail c'est quand même aussi plus simple parce que c'est tentant hein. Ouais. Entre deux. Ah oui c'est ça. Mais après je me dis je fais pas de pause cigarette quand je suis chez moi. Enfin je vapote, je fume pas, mais du coup je vais entre deux tâches, je vais faire un truc. Enfin entre deux Zoom, deux Teams, je vais aller nettoyer un truc. Et du coup je fais au fur et à mesure. Et puis avant qu'il rentre, parce que lui est à Lille. Enfin, il travaille à Lille. Je vais faire une autre tâche ménagère. Puis pendant que l'un ou l'autre fait à manger, je vais essayer de le pousser à faire quelque chose. Mais typiquement, il y a des tâches qu'il fait pas. Mais justement, alors, quand t'expliquais tout à l'heure comment vous aviez un peu géré le sujet du linge, là, par exemple, lui, parce que à t'écouter, moi, j'aurais le ressenti j'ai l'impression d'être infantilisée. Il y a un peu de ça, parce que j'ai eu les mêmes discussions avec mon compagnon. C'est, tu vois, comment on fait en fait? Parce que c'est pas simple, tu vois, de dire ça à l'autre, dire non mais là ça fait la deuxième fois en fait, les affaires là, comment on fait? C'est un vaste sujet. Donc tu vois, c'est quoi la manière de réussir à communiquer sans infantiliser l'autre? Ça, j'en ai longuement discuté avec ma psy, parce que je savais pas comment lui dire. Enfin, il est un peu susceptible sur ces sujets-là, on va pas se mentir. Et du coup, j'avais du mal à lui dire, écoute, ça me saoule en fait. Enfin, juste, ça fait 5 fois que je te le dis. Je comprends pas pourquoi ça imprime pas. C'est ça. Et au final, en fait, en discutant avec ma psy, elle m'a dit, ça dépend du moment. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas un moment propice où vous pourriez lui en parler calmement, en lui disant, écoute, rien à voir avec la discussion qu'on venait d'avoir, mais juste, je viens d'y repenser, quand tu fais le linge, est-ce que tu peux penser à utiliser tel truc? Parce que, en fait, j'ai encore un vêtement qui a été, je sais pas, abîmé, taché, etc. Et ça m'embête. Enfin... Et je lui ai un peu aussi expliqué, toi t'aimerais pas en fait que en faisant une tâche ménagère, j'abîme certaines de tes affaires. Typiquement ton échiquier, en fait, en faisant les poussières, t'aimerais pas que je balance tout et qu'il y ait un poc sur un de tes pions ou je sais même pas comment ça s'appelle, mais voilà. Et du coup, je vais juste expliquer ça. Et il y a encore des points de friction parfois parce que forcément quand ça m'agace, des fois à vif, je vais réagir en disant mais t'as encore pas fait X c'est truc. Ça, c'est le fameux encore comme toujours. Mais en fait, alors ça veut dire qu'on doit encore avoir un peu de charge mentale, moi je trouve. Tu vois, sur ce sujet-là, pour être dans un terrain de communication non violente, et aussi, on sait très bien que la communication non violente, psychologiquement, c'est pas facile à aller chercher. Hein. Notre cerveau, il n'est pas du tout câblé pour parler en communication non violente. Non. Donc on doit encore. Et c'est vrai que. Mais c'est. Donc bon, vous n'avez pas la recette magique. Hein. J'essayais de la trouver. Non, mais après, en plus, on a eu cette discussion avec une autre journaliste il y a pas très longtemps parce qu'elle faisait un sujet sur le coût psychologique en fait de cette charge mentale et le fait que on est pas mal de personnes non binaires ou femmes ou en tout cas perçues comme femmes à en parler à nos psys, à parler de ça à nos psys et en fait. Moi, ça va, j'ai ma psy qui est dans un CMP, donc c'est à 0 coût, en tout cas pour moi. Mais en région parisienne, typiquement, ça coûte vite des sommes astronomiques. Et en fait, quand tu passes 90% de ton temps à parler de tes conflits dans ton couple, de la charge mentale, etc., et qu'en plus, c'est toi qui payes à la fin, moi, je peux comprendre qu'à un moment, ça fasse parce que c'est encore nous qui faisons l'effort pour dire, OK, comment dans la communication on peut faire autrement, quoi. Donc, et puis en plus, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas forcément de prise, parce que même si notre psy nous dit, faut en discuter, oui, on peut en discuter, mais sauf que si derrière, il n'y a pas le questionnement de la part du conjoint sur pourquoi en fait il ne fait pas ses tâches ménagères, pourquoi il le voit pas, quoi, juste. Ça n'avancera pas. Enfin, c'est à lui aussi de se poser les bonnes questions et de se dire ok, peut-être avoir une fois pour toutes la discussion. Alors, j'ai apporté un jeu de cartes. Tu connais Dixit, qui sont des cartes très imagées. Quelles questions t'aurais envie de poser à ces cartes sur l'énergie masculine, l'énergie féminine, enfin sur tous les sujets? Est-ce que tu as une question? Et on va voir ce que peuvent apporter les cartes sur ça. Pourquoi c'est si difficile pour les hommes de s'intéresser en fait aux luttes des femmes ou des personnes, des minorités de genre? Pourquoi ils sont si complaisants avec leur situation et en même temps ce sont les premiers à pointer du doigt quand on parle de nos problèmes.
et dire oui, mais les hommes aussi ont des problèmes. C'est ça. Dans ce cas-là, questionnez-les. C'est ça. Alors vas-y, on va voir si les cartes savent répondre à une question de pourquoi. Parce que là, on va dans une question du sens. Oh. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un petit feu d'artifice, un bonhomme feu d'artifice. Ouais. On dirait un peu le rayonnement du patriarcat. Ça, c'est le côté, en même temps, on ne voit que. Ça, c'est vrai. Moi, c'est ce que ça m'évoque, c'est que tout le temps, et quasiment partout dans le monde, on ne voit que les hommes, leurs problèmes, à quel point leurs parcours sont si inspirants, alors que quand on fait partie des minorités de genre, on a 15 fois plus d'obstacles et 15 fois moins de récompenses. Et de visibilité. Et de visibilité, évidemment. Parce qu'on va toujours nous ramener, nous retirer vers des modèles, en fait, qui rassurent la société. Donc, typiquement, ça me fait un peu penser à cette une de magazine où il est marqué « Belle à tout âge », en fait. Enfin, je comprends pas... avec en plus Kate Winslet en couverture, je pense pas que sa beauté soit vraiment la première de ses qualités. Elle a 15 000 autres choses à offrir, et pourtant, on la met en couverture avec un dossier belle à tout âge. Enfin, je comprends pas, c'est pas ça le challenge. Le challenge, c'est justement de devoir faire face à la pression tous les matins en se disant ok, j'ai une ride qui est apparue, qu'est-ce que je fais? C'est la panique, ouais. Alors que cette énergie-là, elle pourrait être utilisée à tellement de... Oui, c'est ça, t'as raison, parce que ça nous vole des énergies. Mais c'est ça, et moi je m'en suis rendu compte en arrivant en entreprise. J'ai été confrontée au sexisme en entreprise, alors que je suis jeune. À travers quoi d'ailleurs? Dans une des entreprises dans lesquelles j'ai été, c'était mon premier... dans une des entreprises dans lesquelles j'ai été, je vais pas citer laquelle, mais un jour je suis venue en robe. Et il y avait un petit décolleté, voilà, et puis même si ça m'était un gros décolleté, bon, ça change rien. Et en fait, j'étais à mon bureau, donc c'était un bureau individuel, et j'ai quelqu'un qui est rentré dans le bureau, qui me demande en urgence, en fait, un conseil dans mes compétences, et je lui explique que son besoin, en fait, c'est pas ça, mais c'est autre chose, parce que ce sont mes compétences. Et donc déjà, cet homme me soutient que non, je ne connais pas mon métier. Et me dit, mais vous n'êtes pas un peu jeune pour ce poste? Et du coup, j'ai dit, j'ai l'âge que j'ai et j'ai les compétences que j'ai. Et en fait, il s'est levé à la fin de notre entretien, donc il n'avait même pas été planifié. Donc en fait, il se permet de rentrer dans mon bureau, de ne même pas me demander s'il me dérangeait, si j'étais pas dans une tâche, si j'attendais pas quelqu'un pour un rendez-vous, peu importe. Et en fait, il s'est retourné vers moi en voyant en plus arriver mon autre rendez-vous, qui était aussi un homme, et il me dit « Et la prochaine fois, on évite le décolleté, j'ai eu du mal à me retenir. » Mais non. Et du coup, moi, je suis restée un peu bouche bée, et il a regardé l'homme qui arrivait en fait dans mon bureau en cherchant son soutien des yeux. Et bon, heureusement, cet homme-là, c'est quelqu'un de formidable qui clairement l'a regardé en mode non, t'es tout seul là-dedans, mon grand. Et du coup, j'ai rebondi en disant mais vous retenir de quoi? Et il m'a dit ah non, c'est vrai que en ce moment on peut plus dire ça parce que c'était en pleine vague MeToo. Et j'ai fait non mais pas en ce moment en fait. On dit ça jamais. Genre, on ne dit pas ça. Et du coup il m'a fait oh ça va. Et j'étais là mais je comprends pas. Et cette robe, j'ai jamais réussi à la remettre. J'ai vraiment, moi, ça me fait peur. Ce genre de choses, j'ai un vécu qui fait que j'ai extrêmement peur de ce genre de remarques et des conséquences que ça peut avoir. Et du coup, après, on en a discuté donc avec la personne qui avait elle pris rendez-vous. Et il m'a dit, je suis désolée. Ça devrait pas représenter le genre masculin. Je comprends pas. T'as été revoir cette personne ou pas? Non. Et je l'ai évité. Mais tu l'as évité. Je l'ai évité. En plus, j'ai eu des bruits de couloir autour de moi qui clairement en fait m'expliquaient que c'était pas la première fois, qu'il avait déjà eu des gestes déplacés. Et du coup, moi, clairement, à partir de là, j'ai fait OK, stop. Je ne veux pas voir cette personne. Et heureusement, c'est pas quelqu'un qui était au siège en fait là où je travaillais, donc qui était vraiment en visite, mais il travaillait dans une autre région, donc j'ai pas été confrontée à lui, mais en revanche derrière en fait ça a ouvert une discussion avec mes collègues femmes et on a lancé en fait toute une réflexion autour du sexisme dans cette entreprise, de quoi on a besoin en fait pour se réaligner et ouvrir des discussions saines
Moi, j'ai pas été jusqu'au bout parce que j'ai quitté l'entreprise avant, mais j'étais contente que ce soit un sujet qui soit sur la table et pas seulement en fait se passer des noms sous la table comme on le fait dans beaucoup d'entreprises. Oui, c'est ça, en disant fais attention. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais très bien, ça a eu le mérite d'ouvrir un espace de dialogue. Et un temps et un moment pour ça, quoi. C'est ça. Mais c'est difficile. Enfin, je comprends. Enfin, moi, je sais que là, clairement, c'est la première fois où je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'empêche en fait de mettre sur le sujet sur la table? Enfin, moi, clairement, j'étais au début de ma carrière, donc je me suis dit, j'ai rien à perdre. C'est bon, je risque pas de perdre un poste incroyable. Enfin, il y en a d'autres qui se diraient, j'ai tout à perdre. Hein. Enfin, oui, tu vois, non, on peut voir le sujet oui. dans les deux faces. Mais toi, à cette époque-là, tu t'es dit, j'ai rien à perdre. Non, je me suis dit, je sais, en fait, je sais, je connais mes droits. Je sais que j'ai pas peur. Enfin, vraiment, ça me fait pas peur en entreprise de dire non, là, ça me dérange. Et je suis pas la seule. Et il y a un moment, il faut faire quelque chose parce que c'est pas possible. Donc, je l'ai fait dans cette entreprise. Dans l'entreprise dans laquelle je suis, on a ouvert toute une réflexion autour de la diversité et en allant plus loin que le racisme, le sexisme. Le validisme, mais en parlant également de transphobie, etc. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Enfin, je pense que c'est des discussions qui sont infiniment intéressantes et qui participent en fait au bien-être en entreprise et donc à la performance de l'entreprise. Enfin, on n'en parle pas souvent parce qu'on nous dit, enfin, on le voit dans beaucoup d'entreprises. On parle de bien-être en entreprise, mais ça fait un peu gnangnan. Elles sont bien mignonnes avec leur bien-être en entreprise, mais bon, on est là pour performer. Bah oui, mais en fait, ça y participe. Quand on se sent bien quelque part, on performe d'autant plus. Oui, la qualité des relations. Ouais, c'est ça. Et moi, je l'ai vu. Enfin, donc, dans la première entreprise, j'avais du mal à... En fait, je ressortais de ma journée, j'étais lessivée parce que y avait toujours des remarques. J'avais un collègue qui passait devant mon bureau et qui me disait « Ah, salut, belle plante ». Belle plante. Et je lui ai fait la remarque. Je lui ai dit, tu te rends compte que je suis pas un ficus. Et il m'avait dit non, mais c'est gentil et tout. J'étais non, tu donnes dans ta tête, mais moi je fais pas de photosynthèse, donc non, c'est non. Et en fait, en arrivant donc dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, j'avais posé sur la table, j'avais dit clairement, je suis engagée, je suis très féministe, je supporte pas en fait les injustices. Et quand il y aura une remarque, parce qu'il y en a dans toutes les entreprises, on va pas se mentir, je vais réagir. Donc oui, des remarques sexistes, j'en ai entendu, on en entend dans toutes les entreprises, on va pas se mentir. Mais la différence, c'est que à chaque fois que j'ai pris la parole et que j'ai dit « Ok, là, ça me dérange » ou tu vois bien que ça la met mal à l'aise », c'est pas moi en fait qu'on a fustigé derrière. C'est pas à moi qu'on a dit oui effectivement mais oui d'accord mais tu es un peu hystérique. Oui, c'est ça. Voilà. Oh t'exagères. Oui c'est ça. Oh ça c'était une blague. Oui voilà. C'est une blague blessante donc. C'est ça. Donc voilà. En fait ce n'est pas une blague. Oui c'est ça donc c'est pas drôle en fait. Et puis on n'est pas dans un stand-up là. Ouais, c'est donc ça. C'est pas le cas. Ouais, on est dans un cadre professionnel en fait il y a des choses qui ne se disent pas. Surprise. Tu peux les penser. Ouais, ça, on peut tous penser des choses. Ouais je suis pas dans leur tête qu'ils le pensent. Enfin, moi ça va pas changer ma vie mais qu'ils le disent pas et qui ne montrent pas l'exemple en fait en plus qui normalisent pas en fait ce genre de choses et du coup le simple fait de dire non là stop déjà ça contribue à ne pas normaliser ce genre de propos et en fait le simple fait de savoir que moi ma position dans l'entreprise n'était pas en péril du fait de parler de répliquer en fait ça enlève un poids sur les épaules mais enfin je me rends compte que en 2 ans dans cette entreprise j'ai pu mettre cette énergie à contribution dans tellement d'autres choses beaucoup plus intéressantes. Oui non mais complètement enfin de subir en fait. Oui c'est ça je rentrais en fait le soir j'étais pas fatiguée mentalement en fait de ma journée j'avais pas des trucs qui me trottaient dans la tête en me disant mais j'aurais tellement aimé pouvoir dire quelque chose mais je l'ai pas fait avoir la répartie la fameuse. C'est ça. Mais en fait, je disais tellement d'autres choses. Est-ce qu'il y a une question ou quelque chose que tu voudrais ajouter, qu'on n'a pas eu l'occasion de discuter ? Moi, après, c'est par rapport à mon vécu, mais je pense que c'est important en fait d'avoir cette discussion autour du genre, peu importe l'âge, peu importe l'éducation, etc. Je sais que pour certaines personnes, c'est carrément lunaire en fait d'avoir cette discussion et ce sont des personnes pour qui il y a homme-femme et puis il y a rien d'autre et puis point barre. Mais en fait
faut peut-être se poser la question de pourquoi ça nous agace autant en fait qu'on ouvre un champ des possibles. Qu'est-ce qui les agace, sachant que le genre d'une tierce personne n'a pas d'incidence sur soi. Donc et c'est une discussion qui est vraiment d'actualité, puisque on le voit, en fait, la question autour de la transidentité, ça excite pas mal de gens. Les personnes de la communauté trans ont beaucoup de peur en ce moment. Enfin, moi, je le vois parce que je fréquente cette communauté. J'en fais partie en tant que personne non binaire. Et en fait, il y a beaucoup de peur derrière, puisqu'il y a toutes ces discussions autour de la transidentité, une diabolisation en fait de la transidentité, des transitions, des hormones utilisées, et à quel âge et pourquoi. Et personne se pose la question du bien-être mental psychologique de ces personnes. Enfin, personne se dit, mais en fait, en empêchant les personnes de transitionner, que ce soit que ce soit en termes non binaires, ou que ce soit une femme trans, un homme trans, en empêchant ces personnes d'avoir accès en fait à ce qui les rend heureuses, en fait on détériore d'autant plus leur bien-être psychologique, et personne se pose la question. J'ai l'impression que la question gravite autour de à quel point ça dérange des personnes qui ne sont pas concernées par la question, mais pas du tout. Qu'en est-il en fait du bien-être des personnes directement concernées par la question? Mais comme d'habitude, c'est toujours les personnes qui ne sont pas concernées par la question qui vont aller donner un avis qui va limiter des droits d'autres personnes. Et je pense qu'il faut se questionner, il faut se demander pourquoi, on en parlait de toute façon au début, mais quand il y a quelque chose qui nous énerve à un point excessif, voilà, mais sur lequel on n'arrive pas à mettre le doigt, quand on n'arrive pas à mettre le doigt sur le pourquoi. Pourquoi ça m'énerve, et ça réveille quoi en moi? C'est qu'il y a quelque chose à creuser. Donc avant de dire quelque chose sur la question, peut-être qu'il faut se poser des questions à soi-même. Ça, c'est sûr. Ça, c'est un grand message pour la charte d'utilisation des réseaux sociaux, mais c'est pas gagné. Pas gagné. Après, ça revient aussi, je pense qu'à chaque fois, ça vient chahuter chez nous, toutes et tous, le côté perte de boussole, en fait, perte de repère, comme on disait. Non, complètement. Au début. Oui, et je peux comprendre. Moi-même, je suis passée par ces questionnements-là, et je me suis dit, mais ça m'énerve, mais pourquoi ça m'énerve? Pourquoi il y avait des choses qui me remuaient, et en fait, ce qui m'énervait, c'était tout ce que ça impliquait derrière. Donc typiquement, en fait, moi, pendant longtemps, je voulais pas me questionner sur la non-binarité, parce que je me disais, mais si je me questionne là-dessus et que je me rends compte que je suis non-binaire, comment je vais faire? Parce que mes parents sont pas du tout ouverts sur la question. Autour de moi, il y a plein de personnes qui ne connaissaient pas, et je me suis dit, mais ça va être un monstre d'efforts à fournir pour expliquer ça à d'autres personnes, et peut-être que ça va me blesser, en fait, parce que peut-être que je vais avoir un attrait particulier pour un pronom que les gens ne vont pas comprendre, que je vais vouloir changer de prénom, je sais pas. Et comment t'as fait alors avec tes parents notamment? Je leur ai toujours pas dit. Oui, voilà. Non, mais en fait, je me suis dit, encore une fois, comme en entreprise, il y a des personnes avec qui on peut avoir cette discussion, il y a des personnes avec qui on ne peut pas l'avoir. Oui, et ça t'empêche pas, ça te nuit pas. Non, c'est ça. Non. De le garder pour toi ou pour les personnes qui sont prêtes à accueillir ça. C'est ça. Je me suis dit, son genre, c'est quand même quelque chose de très intime. Tout à fait. Même si on utilise les pronoms à foison, etc. Mais c'est un rapport de moi à moi. Si j'ai pas envie d'en parler avec certaines personnes, si j'ai envie de me confier parce que je tiens particulièrement à une personne et j'ai envie qu'elle me connaisse vraiment moi, c'est mon choix en fait, et c'est pas grave de pas en parler à certaines personnes. Après, faut pas que ça nous ronge de l'intérieur non plus, hein, mais je pense que c'est sans avoir une discussion autour de toi, c'est quoi ton genre? Je pense que la question autour du genre, c'est quand même super intéressant, et c'est bien de l'avoir en fait à un âge plus ou moins jeune avec ses enfants, mais je pense que c'est bien de dire, tu sais, homme, femme, peu importe, à genre, gender fluide, peu importe, comment tu te sens, sache que t'es notre enfant, et c'est tout. Ce que je trouve intéressant dans le débat, et ça, du coup, ça reboucle avec l'introduction, c'est que ça vient justement re-questionner qu'est-ce que le masculin, qu'est-ce que le féminin, quelles sont ces représentations, ces fameux mécanismes dont tu parlais tout à l'heure. Et c'est plutôt une bonne nouvelle d'essayer de
questionner des images projetées de soi, de son genre, du genre de l'autre, et de se dire, est-ce que vraiment on a envie de continuer à vivre dans une société binaire ? Bah, c'est ça. Et en fait, je comprends que ça puisse faire peur, mais en fait, je pense que ça fait peur parce qu'il y a une incompréhension. Parce que... Et puis parce qu'il y a le vide derrière. Oui, c'est ça. Quels vont être les nouveaux repères ? On les a pas encore. Bah, c'est ça. Et puis, en même temps, rien n'empêche de garder certaines choses parce que vouloir questionner le genre, ça veut pas dire qu'on va supprimer le genre. Ça veut pas dire que, typiquement, adieu les robes, adieu les pantalons, faudra trouver un entre-deux. Et adieu les mots, parce que tu vois, pas. on pourrait juste se dire, les mots hommes et femmes ne vont peut-être plus un jour exister dans le dico. Sauf je pense que si. Ce qu'on voit plutôt, c'est que le dictionnaire s'enrichit de choses. C'est ça, exactement. Enfin, on efface quand même très rarement des mots, hein, si ce n'est jamais. On est bien d'accord. Ils se transforment, mais hommes et femmes, il y a des personnes encore énormément qui se reconnaissent là-dedans. Donc je ne vois pas pourquoi ce serait amené à disparaître. Et puis si un jour on est tous, on se ressent tous non-binaires, on se ressentira tous non-binaires. Mais personne ne va imposer à qui que ce soit d'être non-binaire. On va dire, toi, j'ai décidé que tu étais non-binaire aujourd'hui. Non, c'est un ressenti intérieur. Donc il y a personne qui va... Enfin, on va l'imposer à personne. Rassurez-vous. Voilà. Mais je pense pas que ça disparaîtra. Et même en étant non-binaire, il y a des gens aussi qui me disent « Mais est-ce que ça a une incidence sur la façon dont tu t'habilles ?» Non. Non, ma garde-robe a pas changé. Juste, oui, il y a des jours où j'adore en fait mettre un costume cravate parce que je trouve ça trop stylé. Et puis le lendemain, je vais mettre une petite robe à fleurs. Et puis le surlendemain, je vais avoir envie de me couper les cheveux, mais je vais pas le faire parce que je me suis promis, je les laisserai pousser. Mais pour le mariage. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ah, je le savais. Mais du coup, oui, en fait, avoir les cheveux courts, ça m'irait bien aussi. Donc, en fait, c'est juste que j'ai une indifférence totale à ce que la société dit par rapport à tel ou tel vêtement. Genre, ça, c'est pour les femmes, ça, c'est pour les hommes. Bah non, je m'en fous. Et ça, c'est bien. Ouais, ça fait du bien. Merci beaucoup, Valentine. Avec plaisir. Avant de te quitter, je t'ai apporté un petit cadeau pour l'été. Ouh, voilà. Je peux tiens, l'ouvrir ? Bah oui. Tu peux faire même... Attends, je te tiens le micro. On va faire, l'ouverture podcast avec le son. Oh là là. Ah, c'est trop bien. C'est parfait. Ça te va ? Ça parfait. Correspond ? Ah ouais, c'est tout ce que j'aime. Dis-nous ce que c'est. Merci beaucoup. C'est un petit thé vert, citron vert et gingembre. Donc parfait. Ça, j'adore. Le matin, ça va être très bien. Et un petit thé détox. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça a l'air très... Ah, on peut le faire en bois. Relaxant. Ouais, détox relaxant. Ouh. Et ça a l'air trop bon. Alors, il y a quoi ? De la pomme, du gingembre, de la citronnelle, de la mangue, de la papaye, de la noix de coco. Une vraie salade de fruits. Parfait. Je te souhaite un bel été exotique, oui. plein de couleurs. Merci. À bientôt.